Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir si les youtubeurs trading les plus populaires nous donnent des stratégies intéressantes. Cela va nous permettre de voir comment on peut tester rigoureusement une stratégie de trading, même si cette vidéo ne prétend pas montrer la seule et unique manière de faire, ni la plus rigoureuse méthode qui existe, mais une méthode satisfaisante pour backtester une stratégie de trading. Donc ici on va voir la chaîne de Alex Mendes qui est un youtubeur qui a une chaîne sur justement le trading. Donc c'est trading classique quand on s'intéresse un peu au sujet. En général les premiers résultats qu'on trouve, si on pousse pas nos recherches très loin, ça va être tout ce qui est théorie du complot, smart money concept, tout ça là. Parce que c'est clairement des théories du complot plus qu'autre chose qui se basent sur un concept pas con, hein, le fait que les plus gros intervenants peuvent faire bouger les marchés. D'ailleurs il y a une stratégie en trading haute fréquence qui s'appelle le front running et certains ont fait des millions en utilisant cette stratégie, mais c'est pas en regardant des charts en bougie japonaise et en oh là il y a une zone de liquidité, je sais pas quoi, ça se base là, c'est plus de l'astrologie qu'autre chose. Donc ici c'est pas vraiment le cas. La chaîne ça va plus être analyse technique based trader, mais ça va nous permettre de prendre au pif une de ces stratégies et de la backtester pour voir si oui ou non déjà elle permet de prédire quelque chose, ou en tout cas de faire du profit si on considère pas les frais, et ensuite si on considère les frais. Donc c'est parti, on va prendre une vidéo de sa chaîne qui date de 1 mois qui nous présente une stratégie de scalping avec un taux de réussite à 88%. Bon, je sais pas où il a trouvé ce chiffre, mais on va partir de postulat que il est de bonne foi, et donc on va voir sa vidéo. C'est une stratégie de trading à court terme qui consiste à trader des mouvements courts. Au début de la vidéo, il va nous dire, il va nous présenter ce que c'est le scalping. Donc on va avancer parce qu'il nous dit juste ce qu'est le scalping. Et on arrive à la fin où il nous présente la stratégie. Personnellement, en scalping, je vous conseille de faire deux choses. De prendre les moyennes comme les signaux d'achat ou de sortie, et de prendre les supports et résistances pour définir votre stop loss et votre take profit. Là, pour ce faire, alors bien évidemment, je connais les mouvements de marché ou de sortie, et de prendre les supports et résistances pour définir votre stop loss et votre take profit. Là, pour ce faire, alors bien évidemment, je connais les mouvements de marché, etc. Et à quel moment entrer en position? Tout simplement lorsque vous aurez un croisement à la hausse, comme si vous allez entrer en position support, donc là on a un croisement à hausse, le cours repasse au-dessus. Ensuite, vous définir les stop loss et le take. Tout simplement, vous allez définir votre stop loss au dernier niveau de support. Donc on peut voir ici le dernier support, il est là. Ok, on peut voir, il est ici, parce que l'arme dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. L'arme 7 fois, c'est donc un groupe de support qui est très puissant. Et ensuite, on va mettre soit pas de take profit, soit on va mettre de take profit au point clé antécédent. Là, pour le coup, il n'aura pas forcément, alors on prend pas de tête, on laisse la position. Et alors, on va sortir à quel moment? Et bien lorsque on aura notre prochain croisement. Et le prochain croisement, il a lieu ici, bas, j'ai gagné 3,8, ce qui fait que du coup, j'ai gagné 3,87 fois. Ensuite, là, de nouveau, on peut voir, on va avoir une position qui est en haut. On peut voir ici, je vais mon SL jusqu'au dernier point, donc notre résistance, dans le l'ambiance, c'est un SL, et je vais mettre une TP, soit j'attends la prochaine clôture mobile, le prochain croisement, soit alors je peux le mettre à cet endroit. Et moi, je préfère attendre les différents croisements dans le cas suivant. Donc, en gros, lorsque vous avez des croisements mobile, parfois il y a des trades qui vont s'avérer c'est normal. Parfois, vous voyez qu'il y a de très comme par exemple ici, et là, on attend le croisement, le croisement ici, là, vous avez 7,25. Et parfois, vous allez avoir des croisements de merde. Par exemple, on a un croisement de merde, là, on a un croisement de merde. C'est à vous d'affiner au plus possible la stratégie en fonction de vos besoins, de vos vies et surtout de votre psychologie. Donc là, le nouveau croisement moyen mobile, vous pouvez mettre les valeurs moyennes mobiles que vous pouvez mettre à 10, la 20, la 20, la 50, la 100 et la 200. Plus vous montez en longueur, moins vous allez avoir d'opportunités, mais cependant, vous allez avoir des opportunités qualitatives. Plus à l'inverse, descendez en longueur de la mobile, vous aurez trois très probables, mais ça sera moins qualitatif. Cette stratégie-là est faisable en minutes, 5 minutes et parfois même en 30 secondes, mais bien évidemment, il faudra être littéralement un sniper. Donc, on attend le croisement moyen mobile et on définit le niveau de support et de résistance, et c'est à ces endroits-là qu'on va définir notre possibilité. C'est aussi simple que cela. Et bien évidemment, la théorie ne vaut rien. Si vous ne pratiquez pas, alors je vous invite à backtester cette stratégie. Donc, il nous invite à backtester la stratégie. C'est exactement ce qu'on va faire, et cette stratégie elle est simple, elle consiste à, lorsque la moyenne mobile avec une fenêtre un peu plus faible croise la moyenne mobile calculée sur une fenêtre un peu plus grande, eh bien c'est un signal d'achat et c'est un signal de vente sinon. La différence c'est qu'ici on va mettre un stop loss au niveau du support si c'est un signal d'achat, et au niveau de la résistance si c'est un signal de vente. Donc on va aller sur Python pour implémenter tout ça. On commence donc par importer tous nos modules, ensuite je initialise mon client le lien avec l'API qui me permet d'avoir des données de marché. En deuxième, donc ici ce qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser juste ici à un univers d'actions, donc les actions du S&P 500. Pour trouver toutes les actions du S&P 500 à un moment donné, j'utilise ce site. Alors voilà le site, où il est présenté sous forme de tableau, et ce qui est intéressant c'est sa structure. Donc la page HTML ici, si je fais inspecter l'élément sur un des éléments, on voit que c'est un tableau.
c'est une table, une balise table. Et ces balises tables là, c'est assez facile de faire du web scrapping parce qu'elles sont déjà bien structurées. Et donc 2 solutions s'offrent à nous. Soit on utilise Beautiful Soup et on va itérer chaque élément et reconstruire un data frame à partir de ça. Ou alors on va utiliser directement l'implémentation dans Pandas qui nous permet de lire justement les tables HTML et les convertir tout en étant automatisé. Donc c'est beaucoup plus simple et ça permet de convertir donc une table HTML en data frame Pandas. Donc et ça tout automatisé. Contrairement à Beautiful Soup où il va falloir faire des boucles et programmer l'extraction des données. Donc il y a quand même un peu de programmation à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va définir des headers pour se faire passer pour un navigateur, pour pas que le site nous bloque. Ensuite, on va récupérer la page HTML et la traduire en texte. On passe ça dans justement notre fonction Panda qui nous permet de convertir toutes les tables ici en data frame. Et on va prendre seulement donc la table principale qui est ici, juste les symboles. On va convertir tout ça en liste et bien sûr on en prend 10 au hasard. Et on fixe le seed pour que les 10 soient tout le temps les mêmes. Le seed ici c'est pour qu'on prenne 10 au hasard mais que ces 10 quand on relance la cellule ça soit tout le temps les mêmes. Donc on voit ici les 6 tickers donc identifiants de nos actions et ensuite ce qu'on va faire c'est ici on va utiliser l'API pour aller chercher les prix en fréquence minutaire et structurer tout ça dans un data frame. Donc le data frame qu'on obtient il a cette structure donc c'est simple on a open ILO close volume sauf que et le temps, mais on a un truc en plus, c'est les symboles. En gros, cette cellule de code nous permet de nettoyer nos données et de prendre seulement les cotations en période de marché ouvert, c'est-à-dire pas overnight, ni pré-market, etc. Donc c'est exactement ce qu'on fait là, on utilise un module de Pandas qui est Pandas Market Calendar. Une fois qu'on a ça, donc on voit que ça réduit notre taille de tableau. Ensuite, il va falloir implémenter nos supports et nos résistances. Étant donné que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser les supports et les résistances dans mes stratégies, j'ai regardé différentes implémentations possibles de ces supports et résistances pour pouvoir les détecter. J'en ai trouvé une assez intéressante sur la chaîne de NeuroTrader. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description. En gros, lui, ce qu'il utilise, c'est une méthode basée sur l'estimation de la fonction densité de probabilité de nos prix sur une certaine période de temps. Pour estimer cette fonction de densité de probabilité, il va utiliser la méthode d'estimation par noyau et à partir de cette estimation, il va regarder les maximums locaux de notre fonction. Ces maximums locaux représentent du coup les zones où le prix a été le plus coincé entre guillemets, en tout cas a passé le plus de temps. Et donc à partir de là, on peut définir ça comme des supports et des résistances en fonction du niveau de notre prix actuel. C'est-à-dire que par exemple, si un niveau de prix où le prix a souvent été coincé et au-dessus de notre prix actuel, ça va être une résistance. Et sinon, si cette zone est en dessous de notre prix actuel, ça sera un support. Exactement comme dans la théorie chartiste classique, quoi. Sauf qu'ici, on définit ça de manière bien précise, avec des paramètres, et on a quelque chose qui est défini rigoureusement, et on a une méthode qu'on peut appliquer pour trouver tout le temps, et reproductible surtout pour trouver les mêmes supports et résistances après plusieurs essais. On va avoir différents paramètres dans cette implémentation qui va nous permettre de contrôler par exemple est-ce qu'on veut mettre des poids pour calculer notre fonction de densité de probabilité, est-ce qu'on considère moins les prix d'une date plus lointaine des prix d'une date plus proche, est-ce qu'on va pareil au niveau de notre estimation on est plus ou moins sensible pour contrôler la fluidité de notre fonction de densité de probabilité et d'autres paramètres par exemple qui nous permettent de contrôler à quel moment on considère qu'une zone de prix va être un support ou une résistance. C'est-à-dire à quel niveau on considère un pic, un maximum local comme un support ou une résistance. Donc pour ceux qui veulent plus de détails là-dessus, je mettrai la vidéo de NeuroTrader en description ainsi que sa chaîne. C'est une très bonne chaîne sur le trading algorithmique et dans sa vidéo tout est expliqué. Et donc du coup, une fois que l'exécution s'est faite, on va calculer nos moyennes mobiles. C'est beaucoup plus simple. Pour chaque symbole, grâce au groupe by, appliquer une fenêtre roulante de taille 25 et on va faire la moyenne. Donc c'est exactement la définition d'une moyenne mobile. Une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, nos supports et nos résistances, ils sont dans un dictionnaire qui ressemble à ça. Donc c'est pas très pratique pour faire de l'analyse de données. Donc on va traduire ce dictionnaire en data frame et ce data frame, on va le concaténer à notre data frame data. Donc c'est exactement ce qu'on fait là.
Et à la fin, on calcule nos rentabilités à la période suivante pour justement faire des backtests vectorisés par la suite. Quel est l'avantage de coder de manière vectorisée ? Eh bien, c'est surtout la rapidité en fait. Avec un backtest vectorisé, le code va s'exécuter, mais souvent, des fois ça peut aller juste un peu plus vite. Mais souvent ça va aller vraiment beaucoup plus vite. On peut avoir des cas où avec des boucles ça mettrait des heures, et avec un code optimisé avec du calcul vectoriel, des opérations qu'on peut faire sur des tableaux grâce à NumPy ou Pandas, on peut grandement accélérer notre code et l'optimiser. Donc l'idée derrière ce type de programmation, c'est de s'imaginer comment on code avec des boucles et de voir s'il n'y a pas moyen de faire exactement ce que font nos boucles, mais en une seule fois, en une seule opération. Et c'est beaucoup plus difficile à lire, contrairement à un code avec des boucles plus standard. Là, avec des boucles, on va arriver à lire facilement le code, mais par contre, il va avoir des difficultés à s'exécuter. Et à l'inverse, avec une méthode de programmation vectorisée, on va rendre le code moins facile à lire, mais par contre beaucoup plus rapide à exécuter. Donc une fois qu'on a nos moyennes mobiles, on va convertir tout ça, et à la fin, et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a lancé les codes, un data frame avec les colonnes où sont présentes nos moyennes mobiles, et une colonne avec nos supports et nos résistances. Voilà, donc ça c'est toutes nos supports et nos résistances à ce temps-là, et nos rentabilités sur la période suivante. Donc à la période, pour ici, ça sera les rentabilités de la période ici. Parce que quand on prend notre décision à cette période-là, on s'expose aux rentabilités. Donc quand on prend notre décision, c'est-à-dire un trade, on s'expose aux rentabilités de la période suivante. Si on part du principe qu'on prend bien des décisions toutes les minutes. C'est ce qui arrive. Et donc, on va faire une copie de notre jeu de données pour pouvoir travailler et faire notre backtest. Notre signal, ça va tout simplement être... Donc on rappelle que si notre moyenne mobile 25 est plus grande que notre moyenne mobile 50, c'est un signal d'achat. Sinon, ça va être un signal de vente. Donc c'est exactement similaire à dire que si notre différence entre notre moyenne mobile 25 et notre moyenne mobile 50 est positive, alors c'est un signal d'achat, et sinon c'est un signal de vente. Comment on peut traduire ça mathématiquement ? On peut prendre une fonction sign, qui prendra la valeur 1 si c'est positif, si notre différence est positive, moins 1 si elle est négative. Ce qui nous permet en fait de juste multiplier notre vecteur avec nos rentabilités futures, et ça nous donne un backtest en fait. Bah oui, parce que si notre spread est positif, ça veut dire qu'on achète, ça veut dire qu'on s'expose aux rentabilités positives, donc on multiplie par 1, et si c'est négatif, donc c'est un signal de vente, on s'expose à l'opposé de nos rentabilités, donc fois moins 1, et donc on a bien, et on a bien notre backtest. On va prendre notre signal shifté, c'est-à-dire d'une période d'un retard. Ici, on regarde quand notre période d'un retard est différente de notre période actuelle, ça veut dire qu'il y a un changement dans notre position, un changement de notre signal. Ça va nous être utile plus tard quand on va calculer nos stop-loss. Donc nos stop-loss, ils sont définis comment ? Grâce à cette fonction qui reprend nos supports et nos résistances, et qui regarde à chaque fois, déjà s'il y a bien des supports et des résistances à ce moment-là. S'il n'y en a pas, notre stop-loss, on va quand même en mettre un, qui va être défini comme un peu en dessous, si c'est une position d'achat, un peu en dessous du close. Si c'est une position de vente, un peu au-dessus du close. Il a différents paramètres alpha, bêta, que j'aurais pu mettre en... Je vais le faire d'ailleurs dès maintenant. S'il y a bien des supports et des résistances, et même logique en fait. On va regarder juste la résistance ou le support donc la résistance si c'est un signal de vente, le support si c'est un signal d'achat, le plus proche de notre prix, et on va fixer notre stop loss un peu en dessous du support, ou si c'est une résistance, un peu au-dessus de la résistance. C'est exactement ce que traduit notre fonction ici. Et ça va le faire seulement si on a un changement dans notre signal. Pourquoi ? Parce que nous, notre stop loss, on le positionne seulement à l'entrée de notre position. Donc quand il y a eu un changement de position qu'on a calculé précédemment. Donc du coup, on a notre colonne stop loss qu'on va calculer dès maintenant, et ensuite
on peut pas juste dire oui, si le prix dépasse notre stop loss, et ben on coupe notre position. C'est égal à 0 quoi. Le signal sera égal à 0. Parce qu'en fait, le prix peut très bien toucher notre stop loss, repasser dans la zone au-dessus de notre stop loss, et du coup ça repasserait à un signal de 1. Nous c'est pas ce qu'on veut. On veut que quand le prix dépasse notre stop loss, eh bien on ferme nos positions et on attend un nouveau signal pour trader. Pour ce faire, il faut refaire un deuxième fois. Donc il faut d'abord, dès que notre prix touche le stop loss, le donner égal à 0. Ensuite, il faut recalculer le signal d'avant. Et si ce signal d'avance est égal à 0, ça veut dire que notre stop loss a été touché, donc ça va aussi être égal à 0, sauf si on a un switch qui se passe, donc un changement de position. Là, c'est plus un stop loss, parce qu'il y a une nouvelle position, donc on peut reprendre une position de 0. Donc en gros, vraiment pour faire simple, ça implémente le stop loss dans notre backtest sous un code vectorisé. Donc là, c'est pas des erreurs, hein, c'est des warnings. Setting with copy warning. Faudrait que je mette un point lock, mais bon, ça change rien, ça fonctionne. J'ai peut-être pas juste optimisé au niveau des perfs, mais c'est pas très grave. Et donc la dernière partie, ne surtout pas oublier quand on fait un backtest, et qui est souvent négligé, alors que je sais pas comment on peut faire un backtest à part en journalier quand on va prendre très peu de positions, là c'est pas très grave si on les considère pas, mais c'est indispensable quand on fait du trading avec pas mal, pas haute fréquence, mais où on prend pas mal de positions dans une journée, c'est indispensable de calculer les frais, parce qu'une stratégie pourra s'avérer très bonne sans les frais et devenir complètement nulle si on applique les frais. Et même si ces frais-là sont proches de 0, on va se dire oui, les spread bid-ask, il y a 2 points de base, c'est négligeable, même 1 point de base, mais des fois 1 point de base va suffire à ruiner la performance de notre stratégie. Donc il faut bien les comptabiliser. On va commencer sans frais pour bien voir ce que ça donne, et ensuite avec. Sans frais pour juste analyser la stratégie en elle-même, le signal que nous donne cette stratégie. On lance la partie qui calcule les frais, donc les frais fixes de notre broker et les spread bid-ask. On considère pas le slippage, mais de toute façon, c'est pas des vrais frais ici. On les a pas estimés à partir de données historiques, on les a pris arbitrairement. Donc c'est pas très grave. Donc ici ce qu'on fait, c'est nos rentabilités, on n'oublie pas que là c'est les rentabilités de la période suivante, forward return, qu'on a calculé un peu plus tôt, en faisant un shift -1. Donc pour les réaligner à leur bonne temporalité dans laquelle ils ont eu lieu, il faut faire un shift 1. Et donc du coup on a nos backtest return, donc nos rentabilités du backtest. On va les mettre sous une forme différente, sous cette forme-là. On va rééchantillonner en journée pour que ça soit plus facile de faire des analyses, et on peut afficher déjà directement comment a évolué nos backtests. On voit qu'il y en a un où ça a été plutôt performant, contrairement à la div, parce que sur le site ça bouge. Ici on a fixé le seed, mais sur le site, ça va bouger. Les lignes vont bouger en fonction, je crois, des performances des actions du S&P 500, etc. Donc on aura beau mettre un random seed, si on lance le code d'un jour à l'autre, on va avoir une liste un peu différente. Donc ici, c'est vrai qu'il y a quand même cette action-là qui a eu une performance, enfin ce portefeuille-là, qui a eu une performance assez intéressante. Et c'est déjà mieux, parce que hier, quand j'ai lancé le code, j'avais vraiment quelque chose de complètement qui ressemblait beaucoup à un processus, encore plus en fait, vraiment à un mouvement brownien géométrique avec une tendance nulle. C'est-à-dire vraiment juste une variance, donc là on voyait bien la moyenne qui était nulle, donc aucune croissance, aucun drift, et juste une variance, donc on avait un truc comme 0,8 ici et 1,2 ici. Voilà, on part de 1, on a 1,2, 0,8, c'est bien symétrique, du coup ça sent mauvais en termes de performance. Là c'est déjà plus intéressant, on a quand même un portefeuille qui sort du lot. Mais il n'est pas dit que c'est pas dû au hasard, donc il va falloir tester tout ça. Donc on va télécharger les données du S&P 500 pour calculer le bêta et l'alpha de la stratégie. On va définir notre fonction qui va en fait tester les statistiques du ratio de Sharpe tels qu'ils sont présentés dans le papier de Andrew Lowe sorti en 2002. Je mettrai le lien en description pour ceux qui s'intéressent. Voilà la fonction qui implémente. En gros, on lui donne nos rentabilités. Il va calculer le ratio de Sharpe pour chaque backtest, pour chaque portefeuille
qu'on a vu ici, donc ils calculent leur performance. On lui donne un ratio de Sharpe attendu, on va voir comment le définir à peu près, et le taux sans risque. Il faut bien que le ratio de Sharpe qu'on lui passe soit de même période que notre backtest. Pour mieux expliquer, si notre backtest est actualisé chaque jour, c'est-à-dire qu'on a des données journalières, il faut que notre Sharpe ratio soit un Sharpe ratio journalier et que notre taux sans risque soit aussi journalier. Je passe la fonction. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va renvoyer les statistiques et les ratios de Sharpe. Donc, le nombre de jours, 252 dans une année. Le taux sans risque, on part du principe qu'il est de 5%. Le ratio de Sharpe, 0, mais on va voir comment le définir. Pour journaliser notre taux sans risque. Si on part du principe que notre taux sans risque, ici, c'est un taux sans risque annuel, et qu'on veut le convertir en taux journalier continu. Et bien pour le convertir, il va falloir le passer, donc passer notre taux annuel dans cette fonction. Cette fonction, en gros, peut être trouvée en résolvant l'équation. Donc on a notre rentabilité journalière ici, on a un taux continu, on a 252 jours dans une année, donc on a bien exponentielle de moins R fois 252 pour avoir en gros sur ce que ça nous donne sur une année, et à la différence de un taux annuel directement qui nous donne ce que ça nous donnera sur une année, 1 plus R tout simplement. Et donc si on résout cette équation, on est censé retomber sur ça. Pour le ratio de Sharpe, lui, en divisant par racine carrée de n-day. Donc là, on a notre ratio de Sharpe journalier. Le MEDAF, lui, c'est... en gros, il va exprimer... Pour qu'on ait vraiment le MEDAF, il faut enlever le taux sans risque à nos rentabilités journalières, pour qu'on ait bien notre prime de risque. Parce que le MEDAF, je le rappelle, je vais mettre l'équation rapidement. Tac, et on va mettre un markdown. Pourquoi var epsilon. Donc voilà le MEDAF. Donc on a nos rentabilités de notre actif I, moins donc l'excédent de rentabilité de notre actif I au taux sans risque, va être égal à alpha plus bêta fois la prime de risque du marché, plus un bruit blanc epsilon, qui est le risque diversifiable dans le MEDAF. Donc il faut enlever ici pour faire notre régression linéaire et trouver nos coefficients alpha, bêta, il faut enlever le taux sans risque. Une fois qu'on a ça, on regarde nos tickers et on va faire les régressions linéaires pour voir à quel point en fait c'est pertinent d'utiliser un ratio de Sharpe. Soit on a vraiment une dépendance aux variations du marché, auquel cas il faudra mettre, ce qui serait pertinent c'est de mettre notre ratio de Sharpe attendu au moins égal à celui du marché, et si on n'a aucune dépendance, si notre bêta il n'est pas significatif statistiquement, qu'on a alpha non plus, enfin qu'on a que un alpha s'il est statistiquement significatif, mais bref, si notre relation n'est pas significative, il n'y a aucune raison de mettre un ratio de Sharpe égal à celui du marché, et donc on va tout simplement soit mettre notre ratio de Sharpe égal à 0, soit mettre notre ratio de Sharpe même pas égal au taux sans risque en fait, mettre un ratio de Sharpe négatif, parce qu'un ratio de Sharpe égal à 0 voudrait dire qu'en fait on attend au moins, en fait on attend le taux sans risque comme rentabilité, et c'est même pas pertinent, ça serait même pas forcément pertinent dans le sens où là ce qu'on fait c'est du trading sur un marché sur du très court terme, donc c'est un jeu à somme nulle, même à somme négative si on considère le broker qui rentre dans le jeu et qui gagne à tous les coups. Donc ici soit on considère un ratio de Sharpe négatif, soit égal à 0. Nous on va le prendre égal à 0 et on va lancer notre régression. Donc faut lui mettre le bon ticker. Voilà. Donc ici, on a un R carré vraiment minable, une F statistique qui n'est pas une régression pas significative. On a des p-values vraiment mauvaises. Donc là, on a clairement pas de... Le MEDAF ne s'applique pas au portefeuille de la stratégie appliquée à l'action TSCO. On va regarder sur BLK. Là, c'est déjà beaucoup mieux. On a une F statistique un peu plus importante, même si
dépasse pas le seuil critique. Et nos p-values sont pas extrêmes. Je tiens à dire que, en général, dans le monde scientifique, on considère une p-value plus petite ou égale à 5%. Des fois c'est 10, des fois c'est 1, mais en général c'est ces 3 seuils critiques, comme significative. Sauf que pour moi, en finance, souvent quand je fais mes modèles ou mes stratégies, je considère une p-value significative que cotée, vraiment très proche de 0, parce que on est dans un environnement extrêmement bruyant, où c'est extrêmement facile de faire du data mining, donc de recommencer une expérience, jusqu'à avoir une p-value qui nous plaît, et donc de faire en fait, de biaiser les statistiques, parce que on considère pas ici le fait qu'on ait recommencé une expérience, et si on joue suffisamment au loto, eh bien il y a convergence, la loi des grands nombres fait qu'il y a convergence en loi, on va forcément gagner une fois, c'est un peu la même logique, c'est que au bout d'un moment on va bien finir par tomber sur une p-value qui va nous plaire. C'est pas pour ça que notre stratégie n'est pas due à la chance. C'est pour ça que je prends toujours comme seuil critique une valeur P très proche de 0 pour rejeter mon hypothèse nulle. Donc ici on a des p-values qui sont pas vraiment proches de 0. On voit, elles sont tout au plus en dessous de notre seuil de 5%, mais c'est pas terrible. On va en tester un dernier. 0, R carré de 0, donc lui c'est peut-être le pire. Prenons celui-là qui est le plus intéressant, WRB. Je sais plus si je l'ai testé d'ailleurs. J'ai aussi une F statistique minable. Par contre, j'ai un très bon alpha ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que le alpha selon le MEDAF? C'est la performance du portefeuille qui ne peut pas être expliquée par le risque diversifiable et par les variations du marché. Donc, ça peut être interprété comme une performance de la part du gérant. Donc ici, il semblerait, parce qu'on a quand même une p-value assez proche de 0, plus petite que 1%, il semblerait que, bon, là, c'est plutôt correct comme signal. Mais on n'a pas mis les frais, hein, attention. Mais du coup, bon, pourquoi pas, voilà. Faudrait réitérer les tests, mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est bien mettre un Sharpe ratio égal à 0. Le Sharpe ratio qu'on attend ici, vu qu'il n'y a aucune dépendance aux variations du marché, c'est 0. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder nos statistiques de nos Sharpe ratio, calculées grâce à notre fonction ici. Et on a des Sharpe ratios qui sont difficilement interprétables parce qu'ils ne sont pas annualisés. C'est des Sharpe ratios journaliers. Faudrait que je les... C'est pas très compliqué à annualiser. Un ratio de Sharpe, voilà, les ratios de Sharpe annualisés. Donc on voit que c'est quand même assez volatile, hein, vu comment sont nos ratios de Sharpe. C'est pas vraiment comparable à ceux du marché. Hein. On voit qu'on a un ratio de Sharpe pour WRB qui est significatif, et c'est le seul ici. Ici, WRB, il est significatif statistiquement, selon les hypothèses d'Andrew Lo, c'est-à-dire que nos rentabilités sont IID. Donc IID, ça veut dire que nos variables sont indépendamment, identiquement distribuées. Sauf que on sait que surtout sur des échelles de temps assez courtes en finance, donc plus on descend en fréquence, plus les rentabilités, plus les marchés sont inefficients et moins on a cette caractéristique. Donc il se pourrait, j'ai pas fait le test, mais il se pourrait que les statistiques ici soient biaisées. Pour pallier à ça, il y a plein d'autres méthodes, notamment celle de Marco Lopez de Prado, on aura le temps de le voir dans d'autres vidéos, qui inclut le skewness et le kurtosis de la distribution, mais c'est pas le sujet. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la plupart en fait sont nuls, c'est random. Les ratios de Sharpe ici des stratégies ne peuvent pas être attribués à une quelconque sous-performance ou performance de la stratégie. Ils sont pas significatifs, sauf un seul, WRB, qui lui est significatif, selon bien sûr ce test-là. Donc il capterait bien une inefficience ici. En tout cas, pareil, hein, encore une fois, selon la statistique, on a un seul portefeuille qui backteste notre stratégie, qui est significatif. Donc voilà, Alex Mendes nous a proposé une stratégie extrêmement simpliste, mais qui peut, pourquoi pas, comme on va le voir à la fin, je le conclurai, mais ça suffit pas de faire ça. Hein. Pour tester une stratégie, il faut d'autres moyens, il faut mettre d'autres moyens. Là c'est bien, mais après il faut recommencer, faire des tests
et faire du bootstrapping, tout ça, pour vraiment en fait cumuler plein de méthodes qui vont nous permettre de diminuer le risque de nous tromper en fait dans nos backtests, de penser que d'interpréter quelque chose de complètement random comme une anomalie, hein. C'est surtout ça, c'est le problème, c'est qu'en finance il y a énormément de bruit et souvent on peut considérer du bruit, du hasard comme une performance. C'est équivalent à considérer que quelqu'un a joué... c'est comme si on considérait que quelqu'un, parce qu'il a gagné au jeu à gratter, a une quelconque performance de voyance. Voilà, c'est à peu près l'analogie qu'il faut faire et ce que souvent les gens tombent en finance. D'ailleurs je mettrai petite citation de je ne sais plus qui disait que une des plus grosses arnaques de Wall Street, c'est de faire penser que la chance... que luck is a skill, donc que la chance est une compétence. Et c'est bien vrai. Donc voilà pour nos résultats. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer des frais. Infimes soit-il, donc 10 puissance moins 5 en termes de frais de broker fees, donc de frais de courtage, et au niveau du spread bid-ask, on va le considérer comme 10 moins 4. C'est pas là on a quand même des actifs du S&P 500, mais c'est pas forcément les plus liquides, on n'a pas du Apple, tout ça. On pourrait mettre à la limite 5 x 10 moins 5, mais allez, on commence à 5 x 10 moins 5, même si c'est très optimiste quand même là, hein. Et on verra avec des spreads un peu plus larges. Donc avec ces spreads là, bah ça reste correct. Mais bon, là c'est très optimiste comme je l'ai dit. On a un peu baissé. On est toujours significatif pour WRB, mais comme je dis, payer ces frais-là, c'est trop optimiste. En général, on va plus être à 10-3 ou 10-4. Et 10-4, c'est pareil, très optimiste. Ça sera beaucoup plus 10-3 en termes de spread. Après, vous pouvez les calculer, vous, allez regarder sur les marchés en direct, regarder les spreads, ou même carrément acheter les données en tick, récupérer les données en tick, avec le WebSocket sur une certaine période, hop, regardez les spreads, modélisez les spreads, et comme ça après vous pouvez avoir vraiment quelque chose qui capture bien les vrais spreads de marché pour avoir un backtest ultra réaliste. On va regarder à 10-3, et à 10-3, ce qui est beaucoup plus réaliste, hein. Comme j'ai dit, en général vraiment les frais de trading en fait vont pomper les stratégies qui peuvent paraître correctes. C'est souvent ce qui arrive. Et là, ça devient significatif dans la sous-performance. C'est complètement normal parce que là, on a juste donné notre argent au courtier. Là, les marchés sont fermés, donc je peux pas aller regarder les spreads en direct. Mais de mémoire, j'ai regardé l'autre jour, on était vraiment plus sur du 10 puissance moins 3, ça se trouve, je les ai. On était plus sur du 1,36. On était plus sur des spreads de taille 1,36 puissance moins 3. Et puis en sachant que les actions ont changé entre temps. Donc il faudrait retester avec des vrais spreads. Si on prend des spreads optimistes, c'est-à-dire de 1, c'est nul. À partir de combien on break-even, donc c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une stratégie qui marche, qui nous fait pas perdre d'argent, pour en tout cas la note meilleure, bah c'est en fait 5 x 10 puissance moins 4. Donc c'est vraiment pas fou. Et c'est beaucoup plus ça qui va être réaliste que des frais complètement nuls. Pour toutes les autres ça perd, et pour celle-ci on stagne. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cette stratégie que nous a offert Alex Mendes? Bah déjà, je m'y attendais pas, mais il y a un actif parmi les 10 choisis aléatoirement, ce qui est faible, hein, qui semble surperformer, c'est-à-dire que quand on lui applique la stratégie, donc il y a un portefeuille sur cet actif qui semble surperformer. Est-ce dû à la chance? C'est possible. Là, ce qu'il faudrait refaire, c'est essayer de tester en faisant des backtests, en recommençant le processus, en imaginant d'autres protocoles qui isolent les différents biais qui peuvent être présents ici, recommencer avec différentes techniques statistiques, comme cross-validation, bootstrapping, tout ça.
Mais du coup, ce qu'on peut conclure, c'est que pour la plupart des actifs, la stratégie est aussi efficace que de lancer une pièce de monnaie, d'acheter si c'est face et de vendre si c'est pile. Et que si on applique la stratégie A avec des conditions de marché assez proches de la réalité, c'est-à-dire avec des frictions, donc des frais de transaction fixes, variables, cachés, explicites, eh bien tout ce qu'on fait c'est donner notre capital ou alors nos profits potentiels pour ce portefeuille-là au market maker pour qu'il aille compléter sa collection de vins. Donc c'est pas très efficace. Malgré tout, ça nous laisse des ouvertures, comme je l'ai dit. On pourrait me dire là, oui, mais tu n'as pas testé, par exemple, mettre des filtres. Se dire, je vais rajouter un modèle Garch qui va estimer la volatilité sur la période future et nous dire, ok, je traite seulement si la volatilité est à un certain seuil. Ou alors, on peut utiliser les méthodes proposées par Marco Lopez de Prado, un peu plus orienté machine learning, donc du meta-labelling. On prend notre backtest, on regarde, malgré les frais, là où notre stratégie a fait des rentabilités, là où elle n'en a pas fait, et on va entraîner un modèle pour reconnaître les moments où on va pouvoir utiliser notre signal, malgré les frais de transaction, pour réaliser un profit, et les fois où ça sert à rien de trader, parce que même si notre signal est de qualité, là, avec les frais, on va pas pouvoir gagner de l'argent. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est utiliser des stratégies comme mettre des ordres au mid, mettre des ordres, toujours utiliser des algos d'optimisation d'exécution, de réduction des frais de transaction, même si là, le gros, pour la plupart, on n'a pas des milliards de capital, donc on n'aura pas vraiment de problème de liquidité, de slippage, de tout ça, mais c'est aussi un critère à optimiser. On peut optimiser et essayer d'éviter de payer les spreads, hein. Mais donc voilà les ouvertures que pourrait nous proposer cette stratégie. Voilà comment on pourrait améliorer la stratégie. Mais comme j'ai dit, même si on aurait eu des résultats tous positifs ici, malgré les frais, il faut toujours avoir un regard le plus sceptique possible et toujours se dire, ok, comment là, quels sont les biais possibles, où c'est que j'ai pu me tromper, comment je peux retester en corrigeant ces biais, comment je peux retester en isolant encore plus les variables qui pourraient expliquer le fait que la stratégie marche dans mes backtests mais pas en réel, et donc faire tous ces protocoles avant de implémenter la stratégie en réel. Et bien sûr, en général, c'est toujours mieux de tester en simulé avant de la mettre en réel, donc en paper trading sur des comptes simulés. Le problème, c'est que ça va être souvent différent parce que en simulé, on n'a pas le marché n'a pas notre empreinte en fait. On laisse aucune empreinte. Et donc des fois, ça peut vraiment, là aussi, entre le simulé et le réel, ça peut laisser, il peut y avoir une grosse différence. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un like, activer la cloche de notification. Et sur ce, à plus tard dans la prochaine vidéo.